Il y a de nombreuses années, dans la ville d'Akure, au cœur du marché animé d'Odamo, se trouvait une très grande boutique peinte en rose vif et blanc, avec une enseigne imposante qui attirait tous les regards. C'était le salon de Kemi, un salon de coiffure pas comme les autres. Ce n'était pas un salon classique où l'on pose des perruques ou des mèches, non. C'était un salon exclusivement réservé aux enfants. Dans ce salon, pas de lissage ni de pose de lace frontale, mais plutôt des perles colorées, des élastiques, des foulards fleuris et des peignes en bois. Ce salon appartenait à une femme belle et douce nommée Kemi. Kemi n'était pas seulement belle et travailleuse, elle avait un don particulier pour tresser les cheveux naturels, surtout ceux des enfants. Ses mains étaient aussi douces que des plumes, ce qui faisait que les enfants adoraient s'asseoir sur sa chaise de tressage pour se faire coiffer. Kemi pouvait tresser les cheveux les plus durs, il n'y avait aucun enfant qu'elle ne pouvait gérer. Même les petits qui pleuraient à chaque fois qu'on touchait leurs cheveux s'apaisaient dès qu'ils entraient dans son salon. Ces enfants qui se débattaient chez les autres coiffeuses restaient assis calmement comme des princesses chez Kemi. Elle faisait toujours de son mieux pour satisfaire ses clients. Ses tresses étaient propres, bien faites, durables et très jolies. À ses débuts, Kemi était venue du village sans rien, seulement ses rêves et ses vieux peignes en bois. En arrivant au marché d'Odamo, elle avait fait le tour du marché pendant plusieurs jours, observant chaque coin et chaque commerce. C'est alors que, comme une révélation, l'idée lui était venue d'ouvrir un salon réservé aux enfants. La semaine suivante, elle loua une petite boutique, la peignit en rose et blanc, acheta quelques chaises en plastique, des tabourets, et fit fabriquer une grande enseigne sur laquelle on pouvait lire « Le paradis des enfants de Tata Kemi ». Lorsqu'on vit cette boutique, tout le monde dans le marché se demanda qui était cette femme folle qui ouvrait un salon uniquement pour enfants. Les autres grands salons se moquaient d'elle quand ils passaient devant. Mais Kemi était une femme intelligente, elle avait étudié le marché et trouvé une opportunité que personne n'avait encore exploitée. Dès la première semaine, les affaires furent lentes. Les gens observaient, attendaient. Puis, la deuxième semaine, une femme du nom de Mama Ranti vint avec ses jumelles, des enfants aux cheveux si épais que personne ne voulait s'en occuper. Elle décida de tester Kemi. Ce jour-là, avec ses doigts magiques, Kemi fit des merveilles sur la tête des petites. Mama Ranti n'en revenait pas. Personne n'avait jamais réussi à tresser ses filles sans pleurs ni cris, mais ce jour-là, elles étaient restées sages du début à la fin. Mama Ranti paya largement plus que prévu et fit la promotion de Kemi dans tout le marché. Et avant qu'on ne s'en rende compte, d'autres clientes commencèrent à arriver. 1, puis 2, puis 5, puis 10. En quelques mois, Kemi devint un nom que tout le monde connaissait à Akure. Son entreprise explosa. Les enfants l'adoraient, les parents la respectaient, et son compte en banque commençait à gonfler. Les femmes arrivaient dès 6 heures du matin avec leurs enfants juste pour avoir une place sur la chaise magique de Kemi. Des femmes avec de grosses voitures et des nounous venaient de loin pour lui confier les cheveux de leurs enfants. Cela devint si intense que Kemi dut instaurer un système de rendez-vous. Sans rendez-vous, pas de tresse. Chaque jour, c'était une nouvelle scène dans son salon. Les femmes se disputaient les créneaux comme s'il s'agissait de tickets pour une star. Un jour, une cliente nommée Mama Zulaya rata son rendez-vous de 9 heures à cause des embouteillages. Lorsqu'elle arriva, Kemi avait déjà commencé à coiffer l'enfant de la cliente suivante, Mama Ada. En voyant cela, Mama Zulaya explosa de colère. Apparemment, son mari l'avait déjà contrariée ce matin-là à la maison. Elle cria, « Kemi, pourquoi tu coiffes l'enfant d'une autre, c'est le tour de ma fille. » Kemi tenta de s'expliquer calmement, « Maman, tu es arrivée avec 45 minutes de retard, je ne pouvais pas attendre, j'ai pris la suivante. » Mais Mama Zulaya insista, « Je m'en fiche, arrête ce que tu fais et coiffe ma fille maintenant. J'ai un autre programme. » Mama Ada, qui écoutait depuis un moment, prit la parole, « Ah bon, donc Kemi doit laisser ma fille et coiffer la tienne parce que tu es la femme du président ? Kemi, continue de tresser ma fille. » Tu dis quoi ? C'est moi que tu traites comme une femme d'occasion ? Tu sais qui je suis, répliqua Mama Zulaya. Et toi, tu m'appelles femme d'occasion ? Tu es malade, répondit Mama Ada en se levant. Avant que quelqu'un ne puisse intervenir, les deux femmes se jetèrent l'une sur l'autre comme des boucs affamés. Les perruques volaient, les foulards tombaient, les tomes s'écrasaient au sol. Kemi tenta de s'interposer, mais sa main gauche fut attrapée et tordue par Mama Ada,
qui pensait frapper Mama Zulaya. Kémy hurla de douleur, « Mon Dieu! Ma main !» Mes clientes et ses employés durent séparer les deux lionnes et les traîner hors du salon. Mais la bagarre ne s'arrêta pas là. Elle continua devant la boutique. Des gifles volèrent à gauche, à droite, des coups de poing retentissaient comme des tambours. Des femmes du marché accoururent pour les séparer avant qu'elles ne cassent les voitures garées devant. Kémy, elle, était assise dans son salon, la main enflée et douloureuse, sous le choc. Elle ne comprenait pas comment une dispute de rendez-vous avait failli briser la main qui nourrissait toute sa vie. Ce soir-là, Kémy renvoya tout le monde et ferma boutique plus tôt que d'habitude. Elle rentra chez elle, trempée de sueur et en larmes, et mit sa main dans de l'eau chaude avec du baume. Elle décida de fermer boutique pendant quelques jours pour se reposer. Mais les appels et les messages commencèrent à pleuvoir. Les clientes se plaignaient, « Tata Kémy, les enfants ont leur remise de diplôme demain, viens tresser leurs cheveux. » « Tata Kémy, on a une fête d'anniversaire samedi, ouvre ta boutique. » Même certaines mères se déplacèrent jusqu'à chez elle. Après 3 jours de repos, sa main allait mieux. Elle décida de rouvrir. Ce jour-là semblait normal, elle recommença à coiffer les enfants, riait à nouveau. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce jour allait marquer le début d'un cauchemar qu'elle n'oublierait jamais. Ce jour-là, alors que Kémy venait à peine de reprendre le travail, une silhouette entra dans sa boutique et bouleversa sa destinée. C'était un jeune homme à la peau noire luisante, grand, élégant, vêtu d'une chemise blanche parfaitement repassée et d'un pantalon noir. Ses cheveux longs étaient soigneusement attachés vers l'arrière. Il marchait avec une assurance étrange, comme s'il contrôlait l'air autour de lui. Lorsqu'il franchit la porte du salon, toutes les femmes présentes s'arrêtèrent de parler et le regardèrent, surprises. Il balaya la pièce du regard comme un inspecteur avant de demander poliment « Bonjour, s'il vous plaît, je cherche Tata Kémy. » Kémy, qui était en train de poser des perles sur la tête d'une fillette, leva les yeux et répondit « Bonjour monsieur, c'est moi. » « Y a-t-il un problème ?» Le jeune homme sourit largement et dit « Alors vous êtes la fameuse Kémy ? J'ai tellement entendu parler de vous. Je veux que vous me fassiez les cheveux. » Kémy, confuse, répliqua « Vous voulez dire votre fille ? Non, je veux que vous tressiez mes propres cheveux. » Un silence lourd envahit le salon. Les apprentis tournèrent la tête vers leur patronne, choqués. Kémy se racla la gorge. « Monsieur, ce salon est réservé uniquement aux enfants. Il y a un salon mixte un peu plus loin, vous pouvez aller là-bas. » Mais l'homme secoua doucement la tête. « Non. J'ai entendu dire que vous aviez des mains douces comme des plumes. Mon cuir chevelu est très sensible. Je vous offre 100 000 Naira si vous acceptez de tresser mes cheveux. » Dès que Kémy entendit ce montant, ses yeux s'écarquillèrent. Il lui fallait coiffer plus de 20 enfants pour atteindre cette somme, et là, cet inconnu lui proposait cela pour une simple natte. Elle s'approcha lentement de lui, jeta un coup d'œil discret à gauche et à droite, puis chuchota « Revenez à 18h30, quand les enfants seront partis. » L'homme hocha la tête, sourit et s'en alla aussi silencieusement qu'il était venu. Kémy, encore sous le choc, commença à calculer tout ce qu'elle pourrait acheter pour son salon avec cet argent. Ce soir-là, à l'heure exacte, l'homme revint comme promis. Il entra, s'assit sur la chaise principale et enleva son bonnet. Kémy prit son peigne, mais à peine eut-elle posé la main sur son cuir chevelu qu'un frisson glacial parcourut tout son corps. C'était comme un choc électrique, une vibration étrange qui fit trembler ses doigts. Elle s'arrêta un instant, confuse, puis reprit en essayant d'ignorer ce qu'elle ressentait. À travers le miroir, elle vit le jeune homme lui sourire fixement. Elle força un sourire de politesse et continua à tresser, malgré les tremblements de ses mains. Elle ne comprenait pas ce qu'elle ressentait, c'était comme si quelque chose en elle l'avertissait, mais elle n'arrivait pas à expliquer pourquoi. Elle finit par lui poser quelques questions banales, et lui, toujours souriant, répondit avec douceur. Lorsqu'elle eut terminé, il sortit une liasse de billets et lui tendit les 100 000 Naira. « Je m'appelle Dapo, » dit-il en souriant avant de s'en aller, comme une brise. Cette nuit-là, Kémy eut un rêve effrayant. Elle se voyait dans son salon, entourée d'enfants immobiles, figés comme des poupées, les yeux blancs, sans vie. Elle était en train de tresser l'une d'entre elles à une vitesse surnaturelle, ses mains bougeaient toutes seules. Elle essayait de s'arrêter, mais son corps ne lui obéissait plus.
Elle voulait crier, mais aucun son ne sortait. Soudain, une silhouette aux joues creuses, aux yeux brillants, se pencha vers elle et lui chuchota à l'oreille. « Plus vite, ils attendent. » « Bien joué, Kémy, continue à tresser. » Elle se réveilla en sursaut, le cœur battant, trempé de sueur. Tout semblait normal autour d'elle, mais son cœur refusait de se calmer. Elle murmura, « Seigneur, je t'en supplie, je n'ai fait que tresser ses cheveux. » Le lendemain, elle oublia peu à peu le rêve. Le tumulte habituel du salon reprit, les rendez-vous, les enfants qui pleuraient, les mamans qui bavardaient. Tout semblait redevenu normal. Kémy n'eut aucun autre cauchemar cette nuit-là. Ni la suivante. Quand Dapo revint la semaine d'après pour se faire recoiffer, elle hésita quelques secondes, mais il lui offrit encore 100 minéras. Elle accepta. Cette fois, elle ne ressentit aucun frisson. Pas de sensation étrange. Rien. Il était doux, gentil, poli. Elle pensait alors que son malaise de la première fois était dû à la fatigue. Il revint encore et encore. Et à chaque fois, il apportait des beignets, des yaourts, des boissons, des sucreries pour les apprentis. Bientôt, toute l'équipe de Kémy l'adorait. Il venait tous les soirs. Les clientes commencèrent à taquiner Kémy, Loudun couple 2025 o, Tata Kémy et Monsieur Sanka. Elle riait, rougissait même parfois. Elle avait commencé à s'attacher à lui. Un soir, il lui proposa de sortir avec lui. Elle accepta sans réfléchir. Leur relation devint officielle. Il venait la chercher au salon, l'emmenait déjeuner, lui faisait des cadeaux, lui donnait de l'argent sans qu'elle ne demande rien. 3 mois plus tard, il la demanda en mariage. 2 mois après, ils étaient mariés. Kémy quitta son petit appartement et s'installa dans une belle maison avec Dapo, dans un autre quartier. C'est là que les choses commencèrent à changer. Kémy recommença à faire des rêves, mais cette fois-ci, c'était chaque nuit. Elle était toujours dans son salon, entourée d'enfants figés comme des statues. Une silhouette, toujours la même, l'encerclait, lui murmurait encore et encore, « Plus vite, ils attendent. » « Tu fais du bon travail, Kémy, ne t'arrête pas. » Elle en parlait à Dapo, il lui caressait les cheveux et lui disait, « Ce ne sont que des cauchemars, ma chérie. Les gens sont jaloux de ton succès, de notre bonheur. Repose-toi. » Peu de temps après, Dapo commença à s'absenter tous les week-ends, soi-disant pour affaires. À chaque retour, il lui offrait un cadeau, un peigne. Mais jamais de bijoux, de vêtements, ni même de parfums. Toujours des peignes. Certains étaient en bois gravé, d'autres en métal doré. Quand Kémy lui demanda pourquoi, il répondit, « Je suis tombé sur ces peignes au marché et j'ai pensé à toi. Utilise-les dans ton salon. » Elle trouvait ça étrange, mais acceptait les cadeaux. Un jour, elle décida d'utiliser un de ces peignes pour tresser les cheveux d'une petite fille nommée Tenny. Dès qu'elle posa le peigne sur sa tête, l'enfant sursauta et perdit connaissance. Ses yeux roulèrent vers l'arrière, elle s'effondra sur la chaise. La panique gagna tout le salon. Sa mère la souleva et courut vers le dispensaire le plus proche. Kémy, figée, observait la scène, le cœur battant. Certains clients dirent que l'enfant manquait peut-être de sang, d'autres parlèrent de paludisme. Mais Kémy savait que quelque chose clochait. Son esprit se tourna vers ses cauchemars, vers les peignes que son mari ramenait sans cesse. Elle voulut balayer ses pensées, se convaincre que c'était un hasard. Mais cette même semaine, 5 autres enfants s'évanouirent sur sa chaise. Les rendez-vous commencèrent à être annulés. Les regards se firent suspicieux. Puis, un mardi, une petite nommée Zara s'évanouit. Sa mère l'emmena précipitamment à l'hôpital, mais l'enfant mourut en route. Ce fut la fin du paradis des enfants de Tata Kémy. Le père de Zara mobilisa les jeunes du quartier. Le marché d'Odamo fut en feu ce jour-là. Les jeunes hommes envahirent le salon, détruisirent les meubles, arrachèrent l'enseigne. Kémy fut traînée dehors, insultée, accusée d'être une sorcière, de voler la destinée des enfants. Les femmes jalouses du marché la traitèrent de mangeuse d'enfants, de diablesse. La mère de Zara la gifla, lui arracha la perruque, et les jeunes préparèrent un pneu et de l'essence pour la brûler vive. Mais certaines femmes la protégèrent, crièrent que ce n'était pas normal, qu'il y avait autre chose derrière cette affaire. Mama Dara,
la chef du marché, la sauva in extremis. Kémy s'enfuit sans chaussures, sa robe en lambeaux, les cheveux défaits, et courut jusqu'à la maison. Lorsqu'elle entra, elle s'écroula dans le salon en sanglots. Dapo la prit dans ses bras, inquiet, et elle lui raconta tout, les morts, la foule, l'accusation. Il lui dit, « Je suis là, mon amour. Je sais que tu es innocente. On va régler ça. » Cette nuit-là, elle ne mangea pas. Elle se coucha tôt, épuisée, le cœur brisé. Et le cauchemar recommença. Le salon. Les enfants figés. L'air épais. La silhouette derrière elle. Tu as bien travaillé, mais ce n'est pas fini. Tresse plus vite, ils attendent encore. Elle se retourna dans le miroir. Et là, elle vit le visage de son mari. C'était lui, le démon. Il souriait avec sa bouche trop large. Elle se réveilla d'un coup, haletante. Il était 23 heures. Dapo n'était pas dans le lit. Elle descendit chercher de l'eau. Et ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Dapo, assis sur le tapis du salon, était en train de tresser des cheveux. Mais la tête qu'il tressait n'était pas sur son cou. Elle était sur ses genoux. Et cette tête tourna lentement et sourit à Kémy. C'était le sourire qu'elle voyait dans ses cauchemars. Elle hurla de toutes ses forces. Kémy s'enfuit de la maison cette nuit-là, pieds nus, vêtue seulement de sa chemise de nuit, courant dans les rues sombres comme une possédée. Elle courait comme si ses talons touchaient la nuque, comme on dit chez nous. Elle ne savait même pas où elle allait, elle fuyait juste pour rester en vie. Elle arriva tremblante devant la maison de Mama Dara, la responsable du marché d'Odamo, et tambourina contre le portail comme une folle, criant à l'aide. Mama Dara sortit précipitamment, ouvrit le portail et trouva Kémy en larmes, décoiffée, le regard vide, en état de choc. Elle l'aida à entrer et referma la porte à double tour. Kémy s'effondra dans le salon et pleura à chaudes larmes. Mama Dara l'observait, perplexe. Elle ne comprenait pas ce qui avait mis Kémy dans un tel état. Après plusieurs minutes de sanglots, Kémy réussit à articuler quelques mots, racontant ce qu'elle avait vu dans sa maison, Dapo, assis sur le tapis, en train de tresser sa propre tête détachée de son cou. Elle raconta ses cauchemars, les peignes que Dapo ramenait chaque semaine, les enfants qui s'évanouissaient, les morts. Elle expliqua qu'elle avait senti depuis le début que quelque chose n'allait pas, mais qu'elle avait ignoré tous les signes. Mama Dara resta bouche bée. Elle n'avait jamais entendu un récit aussi terrifiant. Après un long silence, elle déclara d'une voix grave, « Kémy, ce que tu décris là, c'est un mari spirituel. Tu as été enchaînée à lui depuis le jour où tu as touché ses cheveux. Et quand tu l'as épousé, tu as scellé ce lien à jamais. Mais ne t'inquiète pas, je connais un puissant prophète. Il va t'aider. Demain matin, on ira chez lui. » Kémy hocha la tête, soulagée, croyant qu'elle avait enfin trouvé une issue. Le lendemain, elles prirent un taxi jusqu'à une autre zone d'Akur pour voir le prophète. Dès qu'il vit Kémy, il ferma les yeux un moment puis déclara, « Cette femme est liée à un esprit puissant. Son mari n'est pas un homme, c'est un esprit de la nuit. Il a pris sa gloire, son salon, sa paix. Mais il n'est pas trop tard. » Le prophète pria intensément pour elle et lui donna un encens spécial à brûler la nuit dans sa chambre. Il lui dit de revenir le lendemain pour commencer 7 jours de délivrance. Kémy repartit avec espoir, croyant que c'était la fin de son cauchemar. Mais elle se trompait. Cette nuit-là, alors qu'elle dormait dans la chambre d'amis chez Mama Dara, Dapo apparut. Ce n'était pas un rêve. Il entra dans la chambre comme un souffle glacial, avec son sourire diabolique. Kémy ne pouvait ni bouger ni crier. Elle était paralysée. Dapo s'approcha d'elle, s'assit au bord du lit et murmura, « Tu penses pouvoir m'échapper ? Ce faux prophète ne peut rien pour toi. Tu vas continuer à tresser. Ils t'attendent. Si tu refuses, tu mourras, et tous ceux qui t'aideront aussi. » Ensuite, il disparut aussi soudainement qu'il était venu. Kémy pleura jusqu'au matin. Le lendemain, elles retournèrent chez le prophète, mais une terrible nouvelle les attendait. Le prophète était mort dans son sommeil. Sa famille raconta qu'il avait crié dans son rêve avant de rendre l'âme. Kémy tomba au sol, hurlant de terreur. C'est alors que Mama Dara, effrayée, lui dit, « Kémy,
Tu ne peux plus rester ici. Tu dois retourner au village. Je ne veux pas que mes enfants ou moi soyons frappés par ton malheur. Elle lui donna un peu d'argent pour le transport et la fit accompagner jusqu'au parc. Kémy monta dans un bus, les yeux vides, le cœur lourd. Elle se souvenait du jour où elle était arrivée à Akure avec ses peignes en bois et ses rêves plein les mains. Maintenant, elle retournait au village, ruinée, sans rien, fuyant une entité démoniaque. Quand elle arriva, ses parents furent choqués. Ils ne reconnaissaient plus leur fille. Elle était amaigrie, silencieuse, traumatisée. Ils l'assaillirent de questions, mais elle ne dit rien, se contentant de pleurer dans les bras de sa mère. Ce soir-là, Dapo revint. Il n'attendit même pas qu'elle s'endorme. Il entra dans sa chambre comme une ombre, se pencha sur elle et dit « Tu crois pouvoir m'échapper ? Va au marché et recommence à tresser. Elles sont là. Elles t'attendent. » Et cette fois, il la frappa dans le rêve, un coup si violent qu'elle se réveilla avec une douleur à l'oreille. Elle ne put entendre de l'oreille droite pendant des mois. Ses parents, ne comprenant rien, l'emmenèrent chez les médecins, les tradipraticiens, les marabouts, mais rien ne fonctionna. Chaque nuit, il revenait. Chaque nuit, il leur donnait de tresser. Finalement, un matin, Kémy se leva et annonça à ses parents qu'elle retournait en ville. Mais elle ne retourna pas à Akure. Elle choisit une autre ville où personne ne la connaissait. Elle y ouvrit un petit salon, sans enseigne, discrètement. Très vite, sa réputation attira des clientes. Les enfants affluaient. Et comme d'habitude, au bout de quelques jours, le cauchemar recommença. Un enfant s'évanouit. Puis 2. Puis 5. Puis un jour, 2 enfants qui s'étaient fait tresser la veille ne se réveillèrent plus. Kémy prit ses affaires et fuit encore une fois. Pendant 2 années entières, elle vécut comme une nomade, allant de ville en ville, de village en village, fuyant les soupçons, recommençant son salon, puis fuyant à nouveau lorsque les incidents reprenaient. Elle était fatiguée, amaigrie, déprimée, seule. Elle n'avait plus d'amis, plus de maison, plus de rêves. Elle avait juste ses mains et son destin maudit. Un jour, dans une petite ville appelée Ojubad, près d'Ibadan, elle trouva un local à côté d'une petite église. Elle décida d'y ouvrir un salon. Comme toujours, elle le peignit en rose et blanc, son ancienne signature. Et le premier jour, une femme entra avec sa fille de 8 ans. La fillette s'appelait Naomi. Elle était vive, souriante, pleine de lumière. Elle était la fille du pasteur de l'église voisine. Dès que Kémy posa la main sur sa tête, elle ressentit une paix profonde l'envahir. C'était comme si un poids quittait ses épaules. Elle tressa les cheveux de Naomi lentement, comme si elle voulait prolonger ce moment. Et lorsqu'elle eut fini, elle refusa de se faire payer. « Vous êtes mes premières clientes ici, c'est gratuit. »« Merci, que Dieu vous bénisse », répondit la mère de Naomi en souriant. Dès qu'elles quittèrent le salon, Kémy s'effondra en larmes. Elle ne comprenait pas ce qu'elle avait ressenti. Cette paix, cette chaleur dans son cœur. Elle ferma le salon plus tôt et rentra dans sa chambre, un petit appartement vide où elle vivait sans meubles, prête à fuir à tout moment. Cette nuit-là, elle dormit comme un bébé. Aucun rêve, aucun démon, aucune voix. Juste un sommeil doux. Et le lendemain aussi. Et le surlendemain. Une semaine passa. 2 semaines. 3 mois. Aucune crise. Aucun enfant évanoui. Kémy n'osait pas y croire. Était-elle enfin libre? Peut-être que Naomi avait quelque chose de spécial. Peut-être que Dieu lui donnait une seconde chance. Pourtant, malgré cette paix, elle ne déballa jamais complètement ses affaires. Elle gardait son sac toujours prêt, au cas où. Elle n'acheta ni lit ni cuisinière, juste une natte, une marmite et une cuillère. Elle ne gardait pas d'économie, car elle savait qu'elle pouvait devoir fuir du jour au lendemain. Mais pendant 3 mois, tout alla bien. Jusqu'à cette nuit-là. Elle rêva à nouveau. Elle était assise sur sa propre chaise de tressage. Le salon était sombre, les murs couverts de signes étranges. Quelqu'un était en train de tresser ses cheveux à toute vitesse. Elle voulait fuir, mais elle était coincée. La personne tira sur ses cheveux comme pour lui arracher le cuir chevelu. Elle cria de douleur. Et dans le miroir en face d'elle,
elle vit son bourreau, c'était Dapo. Il souriait comme toujours. Je t'avais dit de continuer à tresser. Tu as arrêté. Maintenant, tu vas payer de ta vie. Elle se réveilla en suffoquant, la gorge serrée, l'air lui manquant. Elle sentit comme une main invisible l'étrangler. Elle pensait que c'était la fin. Puis, on frappa à sa porte. Une fois. 2 fois. Elle reconnut la voix de Naomi. Tata Kémi, Tata, tu es là? J'ai fait un rêve étrange sur toi. Kémi rampa jusqu'à la porte, ouvrit, et fondit en larmes. Naomi, sa mère et son père étaient là, inquiets. Naomi posa sa main sur la tête de Kémi pour la calmer, et Kémi sentit à nouveau cette paix l'envahir. Pasteur Dayo, le père de Naomi, dit doucement, Tata Kémi, tu portes quelque chose de lourd. Viens à l'église, parle avec Dieu. Kémi répondit à travers ses larmes, Pasteur, tu ne peux pas comprendre. J'ai sacrifié des enfants. J'ai été piégé par un esprit. Il veut me tuer maintenant. Ils l'écoutèrent patiemment, et ce soir-là, elle raconta tout. Le pasteur conclut, tu es lié à un royaume spirituel. Le jour où tu l'as coiffé, tu as signé un pacte. Et ton mariage l'a confirmé. Mais Jésus peut te libérer. Naomi, de sa petite voix d'enfant, posa sa main sur Kémi et pria, Seigneur, délivre Tata Kémi. Donne-lui la paix. Couvre-la de ton sang précieux. Amen. Ce fut une simple prière, sans cri, sans huile. Mais cette nuit-là, Kémi se sentit libre. Elle ne vit plus jamais Dapo, ni en rêve ni en réalité. Le lendemain, elle alla à l'église, donna sa vie à Dieu, et décida de tout arrêter. Elle appela sa mère pour la première fois depuis 2 ans. Maman, c'est moi. Kémi, c'est toi. Mon Dieu, je croyais que tu étais morte. Maman, je rentre. Elle rangea son petit sac, alla remercier le pasteur et sa famille, et repartit dans son village. Là-bas, ses parents l'accueillirent en larmes. Elle leur raconta tout. Et après quelques mois, elle lança un petit commerce de produits capillaires et de snacks. Cette fois, elle n'avait plus de peigne dans les mains. Juste Dieu dans son cœur. Quelques semaines après son retour au village, Kémi s'était parfaitement adaptée à sa nouvelle vie. Elle allait chaque jour au petit marché, installait son stand sous un parasol usé, alignait ses crèmes capillaires, ses pommades, ses peignes en plastique et quelques snacks qu'elle cuisait elle-même le matin. Elle saluait les passants avec un sourire sincère, chantonnait des cantiques de temps en temps et passait son temps libre à lire sa Bible sous un arbre à l'entrée de la concession familiale. Ses parents étaient heureux de la voir ainsi transformée. Son père, un homme autrefois dur, l'appelait désormais « ma bénédiction revenue », et sa mère la couvait du regard comme une brebis retrouvée. Chaque soir, Kémi remerciait Dieu en silence. Elle dormait paisiblement, ne faisait plus aucun cauchemar, ne sentait plus aucune présence oppressante. Elle mangeait bien, reprenait du poids, sa peau retrouvait peu à peu son éclat, et elle riait à nouveau, chose qu'elle n'avait plus fait sincèrement depuis longtemps. Mais un jour, un événement inattendu la força à affronter son passé une dernière fois. Ce matin-là, Kémi était allée faire quelques achats dans un autre village voisin appelé Okoilu, un petit hameau à 20 km. Alors qu'elle revenait par un sentier de terre, son sac rempli de provisions, elle croisa un jeune homme à moto qui s'arrêta près d'elle. Il était habillé de noir, portait des lunettes sombres malgré le soleil, et avait un sourire figé sur le visage. « Sœur Kémi, tu me reconnais ?» demanda-t-il calmement. Kémi s'arrêta net. Ce sourire, cette voix, ce ton doucereux, c'était Dapo. Elle recula d'un pas, prise de panique, mais il ne bougea pas. « Tu crois m'avoir échappé? Tu crois qu'en vendant des biscuits au bord du chemin tu vas échapper à ton destin? Ils ont encore besoin de toi. Tu vas devoir recommencer à tresser, sinon. » La voix de Dapo changea de ton, devint plus grave, plus rauque, presque animale. Il se mit à rire, tourna sa moto et disparut dans un nuage de poussière. Kémi se mit à trembler, lâcha son sac, regarda autour d'elle comme une proie traquée, puis reprit ses affaires et rentra précipitamment au village. Ce soir-là, elle ne dormit pas. Elle pria, chanta, pleura, mais le sommeil ne vint pas. Pendant 3 jours, elle resta silencieuse, évitant le regard de ses parents, n'allant plus au marché.
Le 4e jour, elle décida de retourner voir le pasteur Dayo, le père de Naomi, à Adibadé. Elle savait au fond d'elle que seule cette famille l'avait réellement aidée. Lorsqu'elle arriva, la famille fut surprise, mais l'accueillit chaleureusement. Kémi raconta sa mésaventure sur la route et l'apparition de Dapo. Le pasteur resta silencieux un moment, puis dit, « Ma sœur, ce genre de bataille ne se gagne pas en fuyant. Il faut confronter ton passé avec la force de Dieu. Tu ne peux plus reculer. Ce soir, on priera avec toi. » Ce soir-là, Kémi dormit dans la chambre d'Ami, la même où elle avait logé la première fois. À minuit, Naomi entra, posa doucement ses mains sur la tête de Kémi et dit simplement, « Seigneur, si c'est toi qui as commencé cette œuvre, achève-la. Ne permets pas que ma tata retombe. Couvre-la. Protège-la. Amen. » Kémi ne dormit pas tout de suite, mais elle sentit une paix l'envelopper. Le lendemain, elle se leva, mangea bien, sourit. Mais elle savait que quelque chose allait venir. 2 semaines passèrent. Rien. Pas de Dapo, pas de rêve, pas d'apparition. Puis, une nuit, elle fit un rêve étrange. Elle était dans un grand champ vide, seule. Le ciel était gris, l'air lourd. Au loin, elle vit une petite fille assise, tressant des poupées. Elle s'approcha, et la petite fille leva la tête. C'était Naomi. Mais son regard était vide, ses yeux entièrement blancs. Elle murmurait, « Ils arrivent. Prépare-toi. Tu ne peux plus courir. Tu dois finir ce que tu as commencé. » Kémi se réveilla en sursaut, le cœur battant. Elle alla voir le pasteur et lui raconta son rêve. Il pria longuement avec elle, puis lui dit calmement, « Tu as besoin de libérer ton passé. Tu dois retourner sur les lieux. Pas pour tresser, mais pour détruire le lien à la source. » Kémi comprit ce qu'il voulait dire. Elle prit une décision. Elle allait retourner à Akure, là où tout avait commencé. Pas pour s'installer, mais pour mettre fin à cette histoire. Elle prépara un petit sac, prit un peu d'argent, dit au revoir à la famille du pasteur et prit le premier véhicule vers Akure. Lorsqu'elle descendit du bus à Odamo Market, le cœur lui battait fort. Le marché avait changé, il y avait de nouveaux visages, de nouvelles boutiques, mais le souvenir du chaos restait palpable. Elle marcha jusqu'à l'endroit où se trouvait autrefois son salon. Maintenant, à la place, il y avait une boutique de friperie. Elle se tint là, immobile, observant. Puis, elle se tourna vers l'endroit où elle avait enterré ses vieux peignes en bois, derrière l'ancien local. Elle creusa un peu, les retrouva, toujours là, dans leur sachet noir. Elle prit une bouteille d'huile d'onction qu'elle avait apportée du pasteur Dayo, les arrosa, pria en larmes et déclara, « Je brise ce lien aujourd'hui. Je ferme cette porte. Je ne suis plus ton esclave, Dapo. Tu n'auras plus rien de moi. » Elle brûla les peignes un par un, les larmes aux yeux, puis s'agenouilla au sol et remercia Dieu. Ce soir-là, elle dormit chez une ancienne voisine qui l'avait reconnue et acceptée avec compassion. Durant la nuit, elle rêva à nouveau du champ, mais cette fois, le ciel était clair. Naomi tressait toujours, mais elle souriait. Elle leva les yeux et dit, « C'est fini. Tu es libre. » Kémi se réveilla en larmes, les bras en l'air, remerciant Dieu. Le lendemain matin, elle retourna dans son village, les épaules légères, le cœur apaisé. Elle reprit son commerce avec plus d'ardeur. Bientôt, elle ajouta des cahiers, des stylos et même quelques sandales à ses marchandises. Elle se faisait appeler maintenant Maman Rebecca, un nom qu'elle choisit en souvenir de la femme biblique qui avait su discerner les bénédictions cachées. Elle témoignait souvent dans les églises voisines, racontant son parcours, mettant en garde les jeunes filles contre les pièges déguisés en bénédictions. Un jour, elle fut invitée dans une grande conférence chrétienne à Ibadan, pour raconter son histoire. Elle monta sur scène, raconta tout du début à la fin, sans honte, sans peur, avec une voix ferme et un regard rempli d'assurance. Ce jour-là, des centaines de femmes pleurèrent, prièrent, se repentirent, et une nouvelle grâce descendit dans la salle. Après son intervention, une petite fille s'approcha d'elle. Elle ressemblait beaucoup à Naomi. Elle lui dit, « Tata, je veux être comme toi quand je serai grande. » Kémi sourit, la prit dans ses bras, et murmura, « Tu seras plus grande que moi, ma fille. » Elle regarda le ciel et dit tout bas, «
Seigneur, merci. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Merci pour la paix. Merci pour la seconde chance. Et pour la première fois depuis des années, Kémy ne se sentit plus brisée. Elle se sentit complète. Elle se sentit libre. Un an s'était écoulé depuis que Kémy était retournée à Akkure pour brûler les peignes et fermer définitivement la porte de son passé, et sa vie avait pris une direction totalement nouvelle, paisible, simple mais remplie de sens. Son commerce prospérait doucement, elle avait agrandi son étal et désormais, en plus des produits capillaires et des petits snacks, elle vendait des cahiers, des stylos, des bonnets, des sandales pour enfants, du savon local et même du beurre de karité. Chaque matin, elle se levait avant le soleil, priait, préparait ses marchandises, souriait aux voisins et aux enfants du village, puis s'installait sous son vieux parasol qui, malgré ses couleurs délavées, abritait désormais bien plus que des produits, il abritait une vie restaurée. Kémy était redevenue la fille douce, gentille, serviable que tout le monde avait toujours appréciée. Mais au fond d'elle, elle savait que ce qu'elle avait vécu l'avait changée à jamais. Elle n'était plus naïve, elle avait connu les ténèbres de près, et en sortir vivante était pour elle un miracle qu'elle ne cesserait jamais de raconter. Elle continuait d'aller à l'église du village chaque dimanche, témoignait régulièrement lors des veillées, et les jeunes filles venaient souvent vers elle pour chercher conseil. Elle leur parlait sans filtre, sans maquiller les choses, comment l'ambition sans discernement l'avait menée dans les bras d'un mari démoniaque, comment l'amour de l'argent et la gloire de son salon l'avaient aveuglée, comment elle avait failli tout perdre, y compris son âme. Certaines femmes pleuraient en silence pendant qu'elle parlait, d'autres se levaient pour la remercier de son courage. Kémy n'avait plus peur de son histoire, elle la racontait avec humilité mais avec puissance. C'était devenu son ministère. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Dieu n'en avait pas fini avec elle. Un samedi matin, alors qu'elle ouvrait sa petite boutique, un véhicule se gara non loin. Un homme en descendit, bien habillé, costume propre, lunettes élégantes, allure posée. Il se dirigea vers elle avec un sourire poli. « Bonjour, madame. Je suis à la recherche de maman Rebecca, dit-il doucement. « C'est moi, répondit-elle en souriant. L'homme hocha la tête, sortit un petit carnet de sa veste et dit « Je travaille avec une fondation chrétienne basée à Abuja. Quelqu'un nous a parlé de vous, de votre témoignage, et nous aimerions vous inviter à participer à un programme destiné à aider les femmes victimes d'abus spirituels. » Kémy resta un instant silencieuse. Elle ne savait pas que son histoire avait voyagé jusque dans la capitale. L'homme poursuivit, « Le programme dure 2 semaines. Vous partagerez votre histoire avec des femmes qui traversent des choses similaires. Tout est pris en charge. Transport, logement, repas. » Kémy accepta. 2 semaines plus tard, elle se retrouva à Abuja, dans un centre moderne, entourée de femmes venues de tout le Nigeria. Certaines avaient été mariées à des sorciers, d'autres victimes de pactes spirituels ou de manipulation. Kémy écouta leurs récits, et lorsqu'elle prit la parole à son tour, toute la salle fut silencieuse. Elle raconta son histoire depuis Akkure, le salon, les enfants, Dapo, les peignes, la fuite, les morts, les cauchemars, jusqu'à la délivrance à Adibadé. À la fin, toutes les femmes s'étaient levées pour prier, pleurer, chanter. Kémy comprit alors que son calvaire n'avait pas été vain. Il avait servi à en libérer d'autres. Ce jour-là, elle fut désignée comme marraine du programme. Elle retourna dans son village changée une fois de plus. Elle décida d'ouvrir un petit espace de soutien pour les jeunes filles. Une pièce dans la maison de ses parents fut transformée en centre d'écoute. On y trouvait une chaise, une table, quelques bibles, et surtout des oreilles attentives. Kémy écoutait, priait, conseillait. Rapidement, les gens commencèrent à l'appeler Mama Grace. Elle n'était plus Kémy la tresseuse, ni maman Rebecca la vendeuse, elle était devenue un symbole. Un jour, alors qu'elle était assise sous son arbre habituel, Naomi arriva avec sa famille. La jeune fille avait grandi, elle avait maintenant 10 ans, mais son regard portait toujours cette lumière spéciale. « Tata Kémy, dit-elle en s'approchant, je veux prier pour toi aujourd'hui. » Elles se prirent dans les bras, et Kémy sentit à nouveau cette paix divine. Le soir même, elle écrivit dans son vieux carnet, « Naomi est l'instrument que Dieu a envoyé pour casser mes chaînes. Je ne cesserai jamais de remercier le ciel pour cet enfant. » Les mois passèrent. Puis un jour, un appel arriva.
Une grande église de Lagos organisait une conférence nationale sur le thème « Libérer pour libérer ». Il voulait Kemi comme conférencière principale. Elle accepta, et quelques semaines plus tard, elle monta sur une immense scène, devant plus de 2000 femmes. Elle n'eut pas besoin de notes. Elle parla avec son cœur. À la fin de son intervention, les gens pleuraient, les femmes tombaient à genoux, des chaînes invisibles se brisaient. Rapidement, les gens commencèrent à l'appeler Mama Grace. Elle n'était plus Kemi la tresseuse, ni Maman Rebecca la vendeuse, elle était devenue un symbole. Un jour, alors qu'elle était assise sous son arbre habituel, Naomi arriva avec sa famille. La jeune fille avait grandi, elle avait maintenant 10 ans, mais son regard portait toujours cette lumière spéciale. « Tata Kemi, dit-elle en s'approchant, je veux prier pour toi aujourd'hui. » Elles se prirent dans les bras, et Kemi sentit à nouveau cette paix divine. Le soir même, elle écrivit dans son vieux carnet, « Naomi est l'instrument que Dieu a envoyé pour casser mes chaînes. Je ne cesserai jamais de remercier le ciel pour cet enfant. » Les mois passèrent. Puis un jour, un appel arriva. Une grande église de Lagos organisait une conférence nationale sur le thème « Libérer pour libérer ». Il voulait Kemi comme conférencière principale. Elle accepta, et quelques semaines plus tard, elle monta sur une immense scène, devant plus de 2000 femmes. Elle n'eut pas besoin de notes. Elle parla avec son cœur. À la fin de son intervention, les gens pleuraient, les femmes tombaient à genoux, des chaînes invisibles se brisaient. Ce jour-là, Kemi sut que plus jamais elle ne serait définie par son passé, mais par la puissance de sa délivrance. Quand elle rentra au village, elle décida de transformer son petit centre d'écoute en véritable fondation. Elle l'appela la Maison de la Libération. Avec l'aide de quelques donateurs, elle acheta un terrain, y installa 3 préfabriqués, un pour l'écoute, un autre pour la formation artisanale, et le dernier pour l'accueil temporaire des femmes fuyant un foyer ou un lien spirituel dangereux. Kemi embaucha 2 jeunes filles qu'elle avait elle-même aidées autrefois, et chaque matin, elles priaient ensemble avant d'ouvrir les portes. Les enfants du village venaient souvent l'aider, l'appelaient « la maman des mamans ». Et dans tout ça, Kemi avait gardé une chose précieuse, sa foi. Elle priait, elle jeûnait, elle chantait. Elle ne touchait plus jamais à un peigne. Pas même pour elle-même. Ses cheveux étaient toujours attachés en foulard, et elle disait, « Mes mains ne coifferont plus jamais aucune tête, sauf celle que Dieu me demande d'élever. » Et un jour, ce fut exactement ce qui arriva. Car quelques années plus tard, Kemi adopta 3 jeunes filles orphelines qu'on avait retrouvées errantes après que leur mère ait été tuée dans un conflit. Elle les accueillit, les éleva, les forma, les aima. Elle devint leur mère, pas seulement par les mots, mais par les actes. Elle leur raconta son passé, leur enseigna la vérité de la parole, et leur transmit tout ce qu'elle savait sur le discernement, la prière et la dignité. Les gens disaient souvent, Kemi aurait pu mourir, elle aurait pu devenir folle, elle aurait pu tuer par erreur. Mais elle a survécu. Et elle est devenue une source de vie. Et ainsi, Kemi, la tresseuse qui avait failli être brûlée vive, devint un instrument de guérison pour toute une génération. Et aujourd'hui encore, au cœur de ce village paisible, sous l'ombre du manguier géant, la voix douce de Kemi s'élève parfois dans l'air, chantant ce même cantique qu'elle chantait autrefois dans son salon avant que tout ne bascule. « Je suis entre tes mains, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Que ton nom soit glorifié dans ma vie. Amen. » Si cette histoire t'a touché, ému ou inspiré, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager autour de toi. Laisse-nous un commentaire pour nous dire ce que tu en as retenu et quelle partie t'a le plus marqué. Active la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines histoires captivantes que nous préparons pour toi. Et surtout, n'oublie jamais, chaque histoire porte une leçon, chaque douleur peut devenir un témoignage. Merci pour ton soutien, et à très bientôt pour une nouvelle histoire bouleversante.